Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre 1773 et 1789, au fur et à mesure que les questions vont se poser, le Grand Orient va fixer sa doctrine. Alors par exemple, pour prendre un sujet qui nous touche particulièrement aujourd'hui, on voit bien que ce sont les principes des Lumières qui sont appliqués à la gestion maçonnique. D'abord, ce principe de l'élection de la représentation, mais par exemple, pour prendre un vocabulaire moderne, mais qui décrit quand même bien les situations, le Grand Orient va, à partir des cas qui lui sont soumis, lutter contre les discriminations. Alors il y a plusieurs cas classiques. Le premier cas classique, c'est la discrimination religieuse. Et par exemple, alors ça dépendait beaucoup des régions. En général, il n'y avait pas de problème, mais dans des régions où il y a une forte communauté juive, il y a une rivalité entre la bourgeoisie catholique, pour l'essentiel, et la bourgeoisie juive, par exemple à Bordeaux ou à Bayonne, etc., il y a des frictions et il y a des loges. Par exemple, les frères de Bayonne vont se diviser pour savoir s'ils peuvent initier des profanes de confession juive. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont se diviser. Donc, déjà, il y en avait une partie qui était pour. Il faut quand même le souligner. Mais donc, comme ils se divisent, eh bien, ils vont faire appel au Grand Orient pour les départager. Et il y a une décision au début des années 1780 qui dit que, naturellement, il n'y a aucun problème pour initier des frères de confession juive et que ce qui compte, c'est la seule qualité, les seules qualités humaines du profane et pas sa confession. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la maçonnerie du XVIIIe siècle, il y avait des catholiques, il y avait des protestants depuis longtemps, ça ne posait pas de problème. Et donc, la question de l'antisémitisme en loge, le Grand Orient va prendre position, dans une position qui est dans le sillage des Lumières, en niant toute discrimination vis-à-vis des Juifs dans la franc-maçonnerie. Alors, une petite anecdote, mais qui est révélatrice, parce que ça montre que ça va quand même assez loin, parce qu'aujourd'hui, la distance est moins forte, mais au XVIIIe siècle, c'est quand même quelque chose d'extrêmement lointain, exotique. On a même un cas de musulmans en loge. En 1784, la loge de Nantes rencontre le problème suivant. Alors, on l'a oublié, mais en fait, il y avait dans les grands ports français souvent des petites communautés maghrébines, parce qu'il y avait du commerce, il y avait des bateaux qui venaient d'Afrique du Nord, qui apportaient des produits exotiques, des choses comme ça. Alors, c'était bien sûr le cas à Toulon, etc., mais même dans des ports de l'Atlantique et à Nantes, il y avait une petite communauté maghrébine, quelques familles, et qui étaient des familles de commerçants. Et donc, en 1784, la loge de Nantes, Paix et Union, voit arriver, alors c'était la parfaite, pardon, là c'était l'autre loge de Nantes, voit arriver un maghrébin qui s'appelle Mohamed Selibi et qui leur dit je suis franc-maçon, qui montre un magnifique diplôme et qui veut visiter la loge. Alors les frères discutent et puis pour résumer, la réponse qui est faite, c'est catholique, nous le sommes pour la plupart, protestants bien sûr, juifs pas de problème, mahométans, voilà, on a discuté, finalement c'est non. Et alors, Mohamed Selibi était un commerçant maghrébin, maçon, prospère et procédurier. Et donc, il va écrire au Grand Orient à Paris en disant « C'est scandaleux, je suis maçon et je n'ai pas été reçu pour des raisons de discrimination religieuse dans la loge de Nantes. » Et le Grand Orient la chambre d'administration, qui est un peu l'ancêtre du Conseil de l'Ordre, va statuer et va dire, dans un paragraphe de quelques lignes, mais qui est magnifique, que la maçonnerie n'étant pas de nature religieuse, il n'y a aucune raison de ne pas recevoir un frère, quelle que soit sa religion, à partir du moment où il a été régulièrement initié, et va obliger la loge de Nantes à recevoir Mohamed Selibi. Donc vous voyez, l'esprit du Grand Orient, qu'il va fixer au fur et à mesure des questions qui lui sont posées, il va vraiment dans le sens des Lumières,